Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point sur le marché des voitures de collection. Comment se porte ce marché à fin 2024 ? Nous poserons la question dans un instant à Augustin Delalande, spécialiste au sein de la maison de vente aux enchères Agut. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous parlerons de coopétition dans le but d'amener plus d'impact dans les stratégies d'investissement. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Laurent Desvart, cofondateur de Agami Family Office, mais aussi Julien Lex, cofondateur de Kimpa, qui nous expliqueront comment ils travaillent ensemble dans une mécanique justement à mi-chemin entre la coopération et la compétition. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir de retrouver Sandrine Kilissi, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Normanca, avec qui nous ferons un point sur de potentielles hausses de fiscalité à venir sur les revenus financiers. Faut-il craindre cela ? Nous répondrons à cette question avec elle. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au marché des voitures de collection. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir un expert sur le plateau de Smart Patrimoine. Augustin Delalande nous accompagne. Bonjour Augustin Delalande. Bonjour Nicolas. Vous êtes spécialiste du sujet voitures de collection au sein de la maison Agut. Et on va essayer de comprendre avec vous comment se porte ce marché de la voiture de collection à fin d'année 2024. Alors, on regarde toujours les actifs dans cette émission du point de vue du collectionneur, mais aussi de l'investisseur. Mais déjà de manière globale, quelles sont les tendances et comment se porte ce marché de l'automobile de collection, Augustin Delalande ? Écoutez, de manière globale, notre année 2024 s'est plutôt très bien passée. On a vendu entre 80 et 90% des autos que nous avons présentées depuis le début de l'année. D'accord. En vente aux enchères à chaque fois. Exactement, en vente aux enchères à chaque fois. C'est plutôt des très bons résultats et des résultats qui sont assez encourageants. On voit aussi qu'il y a un retour des acheteurs en salle, ce qui était un petit peu moins le cas depuis la fin du Covid dans les maisons de vente aux enchères. Donc ça, c'est très bon. Et même, vous voyez, on sort du salon Epoch Auto, qui est un des salons de voitures anciennes un peu phare de l'année, avec Rétromobile. Et ces deux grands salons atteignent des affluences records cette année. Donc c'est très encourageant sur notre marché, notre passion. Donc en termes de volume, il y a toujours des investisseurs, des collectionneurs qui sont là pour réaliser des acquisitions. Est-ce qu'en termes de prix, on est aussi sur une tendance à la hausse ? Oui, toujours. On est toujours sur une tendance plutôt à la hausse. Alors c'est un marché qui est assez cyclique et on a toujours dit que c'est un marché qui était assez générationnel. C'est toujours le cas dans une certaine mesure, mais on vend plutôt bien. Le marché des années 50-60 a un petit peu baissé ces dernières années. D'accord. Mais on a un nouveau marché qui est en train d'exploser, qui est le marché des modernes classiques. Ok, les d'accord. Classiques, c'est les autos des années 90 à 2010, grosso modo. Et on avait une vente il y a un peu plus d'un mois qui était à Bruxelles, une première pour nous, la première pour une maison de vente aux enchères française à l'étranger. On avait notamment deux Ferrari modernes, une Ferrari 599 qu'on avait estimée entre 100 et 150 000 euros, ce qui était le prix de la voiture, qu'on a vendu au-dessus de 180 000 euros. D'accord, ok. Très beau résultat, une 458 Italia, aussi une Ferrari qu'on avait estimée entre 150 et 200 000 et qu'on a vendu plus de 200 000 euros. Donc vous constatez en fait ce qu'on peut voir dans d'autres types d'investissements plaisir, passion ou alternatifs, que finalement ce qui était connu comme les investissements qui marchaient bien mais qui commencent à devenir un peu anciens quand on parle des années 50, 60, perdent un petit peu en attrait pour une nouvelle classe d'actifs plus récente et donc qui s'adresserait à des investisseurs qui ont 40, 50 ans aujourd'hui ? Pas vraiment. On a même des acheteurs. Donc, quand on disait que le marché était générationnel, si on suit la logique, aujourd'hui, les acheteurs qui ont 70 ans, 80 ans devraient rester sur les voitures d'avant-guerre. Bah oui, ce qui est pas le cas. D'accord. On avait par exemple en mars une Alfa Romeo 8C qui est une avant-guerre absolument somptueuse. Celle-ci était une reconstruction. Ce qui n'est pas celle qu'on voit à l'écran, mais. C'est pas celle qu'on voit à l'écran. Ça, c'est une Rolls-Royce qu'on présentera le 1er décembre. D'accord. Cette voiture-là a été achetée par un investisseur de 30 ans de la Silicon Valley. D'accord, on a un changement complet. Et à l'inverse, on a des investisseurs et des collectionneurs de 70-80 ans qui peuvent acheter des voitures modernes. Donc les cartes sont un petit peu redistribuées. Chaque génération n'a pas sa typologie de voiture d'investissement ou de voiture de collection. C'est plus vraiment le cas. Et là, vous voyez, on a la vente du 1er décembre donc, qui arrive à grands pas.
qui sera à l'espace Champéret à Paris. On vient de sortir le catalogue, il est en ligne dès maintenant et on a vraiment, on voit aux autos qu'on nous propose et aux autos que nos acheteurs recherchent, on a un panel qui est de plus de 100 ans d'automobile. Vous allez nous parler peut-être des modèles ou des tendances un peu phares en cette fin d'année 2024. Juste avant, vous nous avez parlé effectivement des drivers de ce marché, notamment ce marché générationnel. Est-ce que vous constatez une corrélation avec un contexte économique ou financier quand on parle d'investissement dans des voitures de collection ou d'acquisition de voitures de collection? Oui, complètement. Le contexte géopolitique et économique est pas le plus heureux de tous, en tout cas il fait un petit peu peur à certaines personnes. Aujourd'hui on a des acheteurs, que ce soit des investisseurs ou des collectionneurs, qui se rabattent sur de l'automobile de collection tout simplement parce que c'est l'un des seuls investissements qui se vit, qui se respire, qu'on utilise, qu'on entretient, etc. Et vous voyez, on a pareil, bon, je donne souvent des exemples, mais en juin on avait une Lamborghini Countach qui part chez un nouveau collectionneur, puisque c'est la toute première voiture, pas la première voiture de collection, c'est la toute première voiture qu'il achète. D'accord, donc il n'a pas de voiture pour le quotidien, mais il achète une voiture de collection. Il achète une voiture de collection, il a un peu moins de 40 ans, c'est une auto phare, c'est la voiture du loup de Wall Street. D'accord, comme ça. Il a fondu pour cette auto, c'est de base un investisseur et aujourd'hui il se diversifie dans ses investissements en achetant quelque chose qu'il pourra vraiment utiliser et je me suis baladé avec lui et voir le regard d'un jeune collectionneur sur ce milieu-là, c'est toujours très agréable pour nous. Alors, vous nous avez déjà donné pas mal d'exemples, mais si on devait parler aux gens qui nous écoutent de tendances ou de modèles qu'on voit particulièrement bien fonctionner en cette fin d'année 2024 et dont on pourrait potentiellement estimer aussi que ça restera une tendance sur 2025. Il y en a qui vous viennent en tête spontanément? Ouais, on a le passage dans le moderne classique dont je parlais tout à l'heure, les voitures des années 90 à 2010. On a vraiment un passage entre la voiture qui était d'abord sur le marché de l'occasion au marché maintenant de l'occasion. De collection donc au marché de collection, excusez-moi. Ouais. On a ça avec donc, les deux Ferrari qu'on avait présentés à Bruxelles. On a ça avec d'autres autos dans les photos que nous avons qui doivent être en train de passer à l'écran. On a une Ferrari 458 spéciale qui est une auto estimée entre 350 et 450 000 euros. C'est celle-là? Cette Ferrari 550 Maranello qui est une auto qui valait encore il y a 6 ans 50, 60 000 euros. Aujourd'hui, on a une estimation entre 90 et 120 000 euros. D'accord. Ça a un petit peu monté, ça continuera à monter. Donc on est quand même sur une appréciation x2 du prix. Oui, d'accord. Ça continue à monter. D'accord. Il n'est pas trop tard pour faire un bon investissement en automobile. D'accord. Même des autos beaucoup moins chères. Enfin, je pense à... On a une Renault Safran. Alors voilà, c'était ma question, parce que là on parle de Ferrari, on parle d'actifs luxe de base, dont effectivement la valorisation s'apprécie, si je comprends bien, année après année. Mais est-ce que donc il y a aussi d'autres voitures qui passent du monde de l'occasion au monde de la collection simplement avec le temps qui passe? Tout à fait. Les deux exemples que j'ai en tête de notre catalogue, on a donc cette Renault Safran V6 qui était vraiment la voiture de notre grand-père, etc. C'est une auto qui a un très faible kilométrage, un historique qui est extraordinaire. Et c'est des autos aujourd'hui, on voit des jeunes commencer à les collectionner. On a aussi une Renault Clio RS, c'est des voitures... Je parle de voitures qui sont estimées grosso modo entre 10 et 20 000 euros. D'accord. Une Renault Clio RS de 2008 de mémoire, qui est une auto géniale et qui aujourd'hui, pour des sommes ridicules, c'est moins que le prix d'une Peugeot 208 neuve aujourd'hui, on peut vraiment avoir un plaisir au volant et ça peut aussi représenter un bel investissement pour le futur. Alors justement, c'est là où c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, c'est que vous dites que pour des sommes ridicules, ça peut représenter un bon investissement. Ça veut dire que vous anticipez qu'il va y avoir une prise de valeur sur la Clio qu'on peut trouver dans le garage de ses grands-parents et qu'on peut conduire de temps en temps. Oui, tout à fait. On a eu le cas à plusieurs reprises. Les 205 GTI, on a fait le record il y a un peu plus de 2 ans au Tour Auto. C'est des autos qui valaient vraiment 5 à 6 000 euros avant. Alors, il y a un côté sportif à ces autos-là, mais ça reste des voitures de tous les jours. On a eu une grand-mère qui a eu une 205 GTI. C'était un petit peu la grand-mère un peu cool, mais elle avait quand même des 205 GTI. Ça valait rien. Et aujourd'hui, ça vaut entre 15 et 25 000 euros. Là, on parle de 3 fois l'investissement. L'investissement de base est un peu plus bas, mais on a réussi à faire un record à plus de 80 000 euros. Donc, il faut quand même qu'on parle de modèles, même si ça reste des modèles grand public, qui aient une spécificité dès leur mise sur le marché ou c'est évidemment préférable et ça va, entre guillemets, si on parle vraiment du côté financier, ça va un peu plus vite quand c'est des modèles un peu spéciaux. D'accord. La Clio dont on parle tout à l'heure, c'est plutôt la Clio RS, D'accord, qui a été le modèle un peu plus sportif. La Safran, en l'occurrence, c'est le beau moteur à l'intérieur. Ça reste une Safran de base, mais c'est le beau moteur, c'est un faible kilométrage, c'est un historique. Aujourd'hui, les investisseurs vont beaucoup sur l'historique des autos. C'est encore un autre prix, mais
Dans notre catalogue, on a la Rolls-Royce prototype Jules qui a fait le Paris-Dakar. C'est une auto extraordinaire qui a été retrouvée par nos... Donc c'est celle-là pour le coup. Exactement, ouais. C'est une auto à l'historique. Enfin, toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas intéressées par l'automobile, je les invite à consulter le catalogue et à lire l'histoire de cette voiture. C'est une aventure humaine extraordinaire et c'est une auto qu'on a estimée. On ne peut pas vraiment donner de prix à cette voiture, donc l'estimation est très vaste. On est entre 400 et 800 000 euros. D'accord. Et on ne sait pas à combien elle partira. On ne sait pas à combien elle partira, mais c'est vraiment un morceau de l'histoire automobile, comme beaucoup d'autres autos dans notre catalogue. Merci beaucoup Augustin Delalande de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes spécialiste en voitures de collection au sein de la maison Agut. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous allons à présent revenir dans Enjeu Patrimoine sur une nouvelle manière de collaborer entre partenaires, compétiteurs au sein du monde de la gestion de patrimoine. Nous allons évoquer ensemble ce partenariat entre Agami Family Office et Kimpa. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent de Swart. Bonjour Laurent de Swart. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Agami Family Office et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Julien Lesque. Bonjour Julien Lesque. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Kimpa. On va commencer avec vous Laurent de Swart. Alors, je pense que le monde de la gestion de patrimoine connaît Agami Family Office. Vous êtes un multi-family office, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est la stratégie d'Agami en quelques secondes pour rappeler aux gens qui nous écoutent ? Alors, en quelques secondes, Agami, c'est déjà une vieille dame puisqu'elle a été créée en 2006, donc assez précurseur dans cet univers du multi-family office. Bien sûr. Mais avec un modèle qu'on a changé, disrupté en 2018. Au départ, c'était plutôt, on va dire, une boîte de gestion de fortune avec un modèle pourcentage sur la taille du patrimoine et qu'on a modifié en 2018 pour avoir une approche beaucoup plus consulting, avec une facturation à la journée, ce qui nous permet d'être beaucoup plus universel. Et on a aussi donc enfin pas une innovation, mais une nouvelle. D'accord, une nouveauté. Une nouveauté assez fraîche qui date de cet été, puisqu'on s'est adossé au groupe Premium. D'accord. Avec grand plaisir, ce qui va nous permettre de redéployer de manière assez rapide. Donc un modèle d'honoraires, si je comprends bien, c'est ce que vous nous dites, et adossé à présent au groupe Premium. Un mot également sur Kimpa, Julien Lesque. Si on devait résumer le motto de Kimpa, c'est l'investissement à impact, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais. D'aider ces familles engagées à diriger leurs capitaux vers des projets à impact social et environnemental pour finalement investir en étant alignés avec leurs valeurs les plus importantes. Alors, vous êtes tous les deux des professionnels de la gestion de patrimoine. Vous vous adressez tous les deux à des particuliers fortunés pour les accompagner dans leur stratégie de gestion de patrimoine. Et pourtant, vous vous êtes dit, Julien Lesque, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble ? D'un côté, on est concurrents, compétiteurs, mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas partenaires aussi ? Expliquez-nous, Julien Lesque. Oui, c'est assez simple. Bon, d'abord, on se connaît avec Agami, avec Laurent et ses équipes, puisqu'on fait partie d'un club qui s'appelle le club MFO. D'accord. Des clubs des multi-family office. Voilà, et qui permet finalement à des confrères de partager des bonnes pratiques. On est tous finalement des petites structures avec des clients très fortunés, très exigeants. Et on partage des bonnes pratiques sur les enjeux réglementaires, mais également sur les enjeux aujourd'hui d'investissement et d'impact social et environnemental. Et c'est vrai que Kimpa, ça a été notre motto depuis 5 ans, depuis qu'on s'est créé. Je crois qu'on est reconnu aujourd'hui dans le monde de la finance pour tout le travail qu'on a pu faire sur cette démarche-là. Et le principe qu'on a eu en participant à la Convention des entreprises pour le climat, c'était de comprendre que finalement, on ne faisait pas d'impact tout seul. D'accord. Et si on voulait être capable d'avoir un impact le plus fort possible, il fallait partager ces bonnes pratiques avec ses confrères. Pourquoi ? Pour augmenter les encours, augmenter les volumes d'investissement, par exemple ? Parce qu'en fait, on se fait tout ça aussi pour la génération qui vient, nos enfants. Et donc, si moi, je réussis à faire de l'impact, mais que Agami n'y arrive pas, en fait, on n'aura pas réussi ensemble. Et donc, on est finalement condamnés à réussir ensemble. Et c'est ça l'idée de la coopétition, c'est qu'on peut être concurrent. D'accord. Et parfois, on est face à face sur des prospects qui arrivent. Mais on peut être aussi dans la collaboration pour partager nos bonnes pratiques. Et notamment, lorsqu'on a des petites structures, pour ensemble être plus forts et accéder à des meilleurs deals et des meilleures opportunités d'investissement. Donc, collaboration sur les stratégies d'impact, si je comprends bien. Collaboration sur les stratégies d'investissement impact, exactement. Laurent de Swart, un mot sur cette collaboration, coopétition, hein, quelque part, c'est le terme que vous employez tous les deux. Ça veut dire que vous êtes effectivement concurrents, mais en même temps partenaires. C'est pourquoi ? Parce que
Les stratégies d'investissement à impact, finalement, malgré derrière l'idée, la théorie, c'est une mécanique différente d'un investissement traditionnel qui nécessite peut-être de s'adosser à des fonds spécialisés. Oui, très clairement. En fait, nous, on avait depuis quelques années des clients, donc plutôt nouvelle génération, qui avaient envie de faire de l'impact, qu'on ne savait pas forcément traiter, ou on n'était pas capable de répondre à l'intégralité de leurs demandes. D'accord. On n'avait pas forcément le souhait, parce que ça reste quand même... ça restait chez nous un nombre relativement restreint. On n'avait pas forcément envie d'investir sur des équipes assez pléthoriques. Et en fait, il faut vraiment faire beaucoup d'investissements, et en termes d'outils, et en termes d'équipes. Quand on veut faire de l'impact, il faut effectivement avoir des spécialistes en interne et des outils dédiés. Si on veut le faire sérieusement, oui. Notamment, alors on va dire sur la sélection de fonds, c'est pas excessivement compliqué et c'est relativement lisible. Sur de l'investissement directement sur du private equity ligne directe, là c'est forcément un peu plus compliqué. D'accord. Et donc fort de ce constat, donc nous on faisait une partie du chemin, mais on faisait pas la totalité. Et on aime bien suivre nos clients et bien les conseiller. Et c'est là qu'on a discuté avec Julien en se disant qu'il y avait sûrement un truc à faire, de faire justement un mode de coopétition qui permette de partager les clients et de leur adresser nos clients sur ces sujets d'impact. C'est intéressant, ça veut dire que ce que vous dites, c'est si on veut le faire sérieusement, si on veut vraiment aller au bout de ce que nous demandent nos clients, qui sont d'ailleurs de plus en plus renseignés sur le sujet, il faut à un moment accepter que c'est un autre métier et que ou on se spécialise aussi dans ce métier, ou on fait appel à des partenaires. Oui, tout à fait. En fait, on ne se contente pas juste de dire j'ai sélectionné ces 4 fonds labellisés ISR et c'est bon, mon boulot est fait. Et de la même manière que nous, on a un métier qui est très organisationnel, donc on anime l'écosystème du client avec son avocat, son expert comptable, ses banques, ses banquiers privés, son notaire. On s'adjoint des compétences qui sont sur le marché. Et la compétence, là, elle était clairement du côté de Kimpa, qui a développé une plateforme qui est assez incroyable. Et donc, on est ravis de travailler avec eux main dans la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un client qui demande de mettre en place une stratégie d'investissement à impact, vous l'envoyez chez Kimpa? C'est comme ça que ça se passe concrètement? Alors oui, on l'envoie ou on le travaille. Et c'est là aussi c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place un modèle d'affaires qui est assez innovant et qui est granulaire en fonction de l'interaction des uns et des autres. D'accord. Donc ça peut aller du simple apport d'affaires au fait de nous travailler très fortement la substance sur le compte du client, et dans ces cas-là, il y a des clés de répartition qui sont un peu différentes. Julien Lesque, c'est une manière de travailler un peu révolutionnaire quand même, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, vous êtes plein de petites structures. Ces clients, généralement, c'est l'actif le plus valorisé de l'entreprise. Et là, il y a quelque chose de plus grand. Il y a cette volonté d'un certain nombre d'investisseurs de mettre en place des stratégies d'investissement à impact. Et cette idée de dire, si on travaillait ensemble, en fait, on aurait plus d'impact. Et surtout, on arriverait à répondre à cette demande qui n'est pas si simple au final, si je comprends bien, quand on fait de l'investissement traditionnel depuis des années. En fait, c'est du bon sens. Si vous réfléchissez simplement à la position de ces différentes structures, de quoi elles ont besoin? Quand vous faites de l'investissement non coté, vous avez besoin de deal flow et vous avez besoin d'analystes pour suivre les deals. Bien sûr. Nous, on a constitué ce deal flow. Maintenant, pour avoir les meilleurs deals dans le deal flow, il faut avoir une puissance financière. Seul, moi, Kimpa, je n'ai pas assez de clients engagés qui vont avoir le besoin ou la demande qui correspond au deal flow à un instant T. Par contre, si j'ai une vingtaine de partenaires, si ensemble on constitue un collectif nous on l'a posé de 200 investisseurs, que ces investisseurs sont capables de déployer, disons en moyenne, 500 000 euros par an vers ces solutions, ce sont des gens fortunés, on vous l'a dit, donc ils ont ces capacités-là. C'est 100 millions d'investissements possibles ensemble vers les solutions dont nous avons besoin chaque année. Ça ferait de nous le plus grand collectif d'investisseurs privés à impact en Europe. Parce que 100 millions par an, c'est l'équivalent d'un fonds d'investissement. Oui, bien sûr, ça viendrait concurrencer des fonds institutionnels, mais non, c'est pas de la concurrence, parce qu'on pourrait aller aussi sur certains fonds, mais c'est simplement vous dire qu'ensemble, on est capable d'accéder aux meilleurs deal flow, bien sûr. On est capable d'avoir les meilleurs deals et d'engager les meilleurs investisseurs. Tout seul, on peut pas. Donc en fait, c'est tout simplement du bon sens. Et la clé de répartition innovante qu'on a bâtie avec Laurent, c'est de se dire, en fait, on partage la valeur en fonction du travail de chacun. Voilà. Donc, si je ne vois pas le client et qu'il s'occupe complètement du client et que je n'ai que à gérer le deal flow, on partage d'une certaine manière. Si par contre, il préfère m'envoyer le client qui est plus à l'aise à voir l'analyste au quotidien, eh bien, on le partage différemment. Et ça, on le fait en totale collaboration avec AVMI, mais également déjà avec d'autres familles aussi. C'était ma question. Alors, effectivement, vous l'avez dit, vous vous connaissez, vous vous êtes rencontrés, vous vous voyez effectivement dans des clubs ou autres. Est-ce que cette manière de travailler, parce que ça implique quand même de la confiance,
de la transparence. Est-ce que cette manière de travailler est réplicable avec d'autres multifamily office? C'est ce qu'on essaye de faire. On en a déjà 7 qui nous font confiance, avec lesquels on est en train de déployer le même format. Mais par rapport à ce risque, finalement, que vous avez soulevé, et on appelle ça coopétition, donc effectivement, on est concurrent. Le risque, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il y ait confusion des genres et qu'on ait une crainte qu'un client d'un de nos confrères bascule chez Kimpa. Sauf que comme on est un monde de confiance, si ça arrive une fois, la réputation de Kimpa est faite. Donc en fait, on signe des accords ensemble pour finalement se protéger. D'accord. Mais il pourrait ne pas y avoir d'accord. Je veux dire, Kimpa n'a aucun intérêt à aller chercher un client de son confrère, sinon il va perdre son partenariat, et surtout il a tout l'écosystème qu'il saura, donc il n'y a aucun intérêt. Nous, notre ambition, c'est de bâtir cette communauté ensemble, et ça donne beaucoup plus de corps à notre travail, ça rend très fiers nos clients. Et nous, ça nous donne beaucoup de sens dans cet univers et dans cette industrie. Laurent de Swart, cette idée que effectivement vous êtes en train de construire quelque chose, Kimpa et Agami, qui dépasse en fait Kimpa et Agami, mais plutôt une idée de collectif derrière. Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que là encore, effectivement, on parle de coopétition, mais coopétition avec certains de vos compétiteurs, et pourtant tout ça dans le but d'aller aller chercher des deals plus intéressants, accompagner des investisseurs qui ont besoin effectivement de plus en plus d'impact dans leurs investissements. Mais ça, faut ravaler son chapeau quelque part. C'est notre manière de penser le business comme on le faisait il y a encore quelques années. Ouais, mais je pense que c'est vraiment des tendances qui vont se développer. Accessoirement, c'était aussi l'idée initiale du club du Family Office, le club MFO, donc, qui avait été initié en 2019. C'était de pouvoir se mettre autour d'une table tous ensemble, justement enlever les égos, les histoires de compétition, et réfléchir ensemble pour avancer un peu plus vite et un peu plus loin. D'accord. Sachant que on est encore sur un micro-écosystème dans le multifamily office. On a un taux de pénétration qui est encore très très faible. On a beaucoup de chemin à faire, et donc il vaut mieux céder plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues. Et les clients de Agami, quand on leur présente un dispositif comme celui-là, comment ils réagissent? Ils sont ravis parce que d'un côté, ils ont la relation avec leur family office et leur family officer. Et donc la relation historique, normalement très, très content, qui va opérer l'intégralité du patrimoine, et sur une poche dédiée, ils vont aller chercher des professionnels avec lesquels ça se passe très bien. Donc ils ont finalement le meilleur des mondes. Il y a déjà eu des deals à l'heure actuelle où le partenariat est trop récent pour avoir des deals effectués? Si, il y en a déjà eu? Bien sûr, et ça se passe très bien. On n'en dira pas plus, c'est ça. Ça reste quand même. Ça reste un monde confidentiel. Ça reste un monde secret, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus partager pour la première fois cette nouvelle, ce partenariat. On parle de partenariat quand même, ou on parle de coopétition? Quel est le terme qu'on utilise pour parler de votre relation de travail entre Kimpa et Agami? En fait, la notion de partenariat, elle implique souvent deux entités qui décident de faire quelque chose ensemble. Et là, comme c'est écosystémique, c'est vrai que la notion de partenariat, elle paraît presque un peu... elle perd un peu sa substance. D'accord. De cette manière. Donc oui, c'est un partenariat, une convention de partenariat qui est signée, mais en fait, elle est multilatérale. Et l'idée, c'est de créer ce collectif ensemble de la même manière que... Et on l'a vu, finalement, c'est la suite logique du club MFO, tout simplement. Merci d'être venu parler de cette initiative. Alors, Julien Lesque et Laurent de Swart dans donc Smart Patrimoine. Je rappelle, Laurent de Swart, que vous êtes cofondateur de Agami Family Office. Julien Lesque, cofondateur de Kimpa. Merci beaucoup à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Faut-il craindre une hausse de la fiscalité sur les revenus fonciers? Voilà le sujet qui va à présent nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour. Merci d'être avec nous donc sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Normanca. Si on parle de potentielle hausse de fiscalité sur les revenus fonciers, c'est parce qu'on va encore une fois s'intéresser à cette loi de finances pour 2025 qui fait peur à un certain nombre d'investisseurs. Que prévoit Sandrine Kilissi, la loi de finances 2025 en matière de fiscalité sur les revenus financiers? Eh bien, en fait, alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, les revenus financiers, donc il s'agisse des dividendes, intérêts, plus-values, etc., sont soumis dans la majeure partie des cas, donc vous savez, à cette fameuse flat tax. Bien sûr, de 30%. Exactement. Et dans ces 30%, donc on a juste l'impôt sur le revenu qui est de 12,8%. Bien sûr, le reste étant des prélèvements sociaux. Exactement. Et en fait, dans le cadre de l'effort qui est demandé compte tenu de l'état de nos finances publiques, comme on l'a vu, la loi de finances pour 2025, en fait, demande un effort particulier aux personnes identifiées comme étant les hyper riches, les super riches, etc. Donc, effectivement, il a été mis en place, en tout cas
c'est pas encore adopté de manière définitive, mais cette fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. En fait, cette contribution, elle a vocation à s'appliquer uniquement aux contribuables qui sont soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Vous savez, cette espèce de truc qui se s'ajoute et qui vise uniquement les personnes quand on est seul, vous savez, dès lors qu'on a des revenus au-delà de 250 000 euros. D'accord. Et quand on a une imposition commune au-delà de 500 000 euros. D'accord. Ces personnes-là, on leur demande de faire un effort supplémentaire et on veut qu'ils soient soumis à une imposition minimale de 20%. Voilà, ça c'est l'idée. Donc du coup, ça augmenterait notre flat tax, si on ajoute tout, à 37,2%. Pour ces personnes-là, pour ces revenus-là. Exactement. Ouais. Et en fait, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que en fait, ça vise qui ? Ça vise essentiellement les personnes qui vivent principalement, finalement, de leurs revenus de capitaux mobiliers. C'est-à-dire que si vous avez des revenus d'activité soumis au barème, si vous avez des revenus fonciers soumis au barème, il y a peu de chances que vous vous trouviez impacté par cette contribution différentielle sur les hauts revenus. D'accord, mais alors une question qui concerne un certain nombre de gens qui nous regardent, quand on est entrepreneur, qu'on a un revenu fixe, mais qu'on pourrait estimer, mettons, à 50 000 euros par an. On est loin des 100 000, des 250 000 ou des 500 000 euros. Mais qu'on se verse des dividendes en fin d'année parce qu'on a fait une bonne année et que là, les dividendes peuvent être plus conséquents. Est-ce qu'on est concerné par cette contribution exceptionnelle ? Selon le montant de dividendes que l'on se verse, oui. C'est considéré comme du revenu. Exactement. Enfin, du revenu de produits. C'est des revenus de capitaux mobiliers. C'est des revenus de capitaux mobiliers. D'accord. Okay. Oui, tout à fait. Est-ce que cette flat tax, donc, du coup, pourrait être augmentée ? La réponse est ça en prend le chemin, si je comprends bien. Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est qu'effectivement, dans le cadre du vote devant l'Assemblée nationale, donc, il y a un amendement qui a été adopté et qui augmentait de 3 points le montant de la flat tax. Donc, on passait, pour l'impôt sur le revenu, de 12,8 à 15,8. Oui. Sauf que du coup, ça nous ramenait à un montant total, si on rajoute la contribution exceptionnelle sur le revenu, à un montant de 37% en fait. D'accord, voilà. Ok. Et donc là, pour le coup, c'est bien pourquoi pas, de faire cette proposition, sauf qu'elle vient cannibaliser la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui, elle, monte le taux à 37,2%. Donc... Parce que effectivement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux impôts entre guillemets qui s'entrechoquent. Cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc qui pourrait impacter ceux qui touchent des revenus de capitaux mobiliers et qui payent déjà une flat tax aujourd'hui, qui la verraient augmenter sur la partie impôt. Exactement. Et de l'autre côté, en fait, on augmenterait la flat tax, mais pour tout le monde cette fois-ci. Exactement. D'accord. Tout à fait. Et en fait, c'est ça le point, c'est que alors les deux se cannibalisent, donc c'est ou l'une ou l'autre, bien évidemment, sauf que selon le choix que l'on va faire, on ne vise pas les mêmes personnes. Et alors, est-ce que ça amène très rapidement à repenser une stratégie de gestion de patrimoine ? En fait, ce qui est plutôt rassurant dans tout ça, c'est que toutes les stratégies qui ont pu être mises en place, déjà, en fait, sont totalement validées. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, depuis de nombreuses années, ce que l'on va rechercher quand on a des revenus de capitaux mobiliers, c'est la capitalisation. Bien sûr. C'est idiot à dire, mais pas de revenus, pas d'impôts. Or, les enveloppes capitalisantes, ça va être l'assurance vie, ça va être le contrat de capitalisation, ça peut être pour les grosses fortunes financières des holdings patrimoniales. Donc, toutes ces stratégies-là, en fait, continuent d'avoir du sens. Et notamment tout ce qui est assurance vie et contrat de capitalisation, parce que même si les taux d'imposition augmentent, on a des règles d'assiette, donc de base d'imposition, qui, elles, restent et qui sont extrêmement favorables. Donc, en réalité, ceux qui sont déjà dans des enveloppes capitalisantes, voilà, et ceux qui n'en ont pas, ça va les pousser, bien évidemment, à structurer la détention de leurs actifs financiers vers de la capitalisation. Merci beaucoup Sandrine Kilissi. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Normanca. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.